Chloé. Donc Chloé, c'est une maison qui date des années 50 et a toujours eu une forte volonté de mettre en valeur l'impact social, même si à l'époque on ne le disait pas comme ça. C'est une maison dont la fondatrice a toujours été extrêmement engagée, Gabi Aguillon a toujours été extrêmement engagée en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, en faveur du savoir-faire. Donc l'impact social était vraiment dans l'ADN de la maison. Effectivement, maintenant, en fait, c'est pas une nouvelle équation, mais c'est des nouveaux termes d'équation. Maintenant, on parle de bénéfices, on parle d'impact social et environnemental. Et c'est quelque chose qu'on a souhaité vraiment intégrer, dans la démarche de la maison et dans l'ADN de la maison et l'intégrer de manière tr Cette démarche s'inscrit, dans les évolutions de l'industrie. Donc en 2011, pour, ceux et celles qui, en tout cas, qui peut-être ne le savent pas, donc Puma a publié le premier IPNL. Donc on va se réarrêter sur les codes et les critères de l'IPNL pour ensuite pouvoir parler du SPNL. Donc, Puma a fait cette première analyse donc, de l'impact et de ses impacts environnementaux tout au long de sa chaîne de valeur, ou en tout cas au niveau de ses opérations et de sa supply chain. Et c'était révolutionnaire pour l'industrie de la mode, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas jusqu'ici. Et en 2013, le groupe Kering a publié son premier IPNL en open source, donc cette méthodologie qui va nous permettre de faire un assessment de nos impacts environnementaux, de visualiser nos impacts environnementaux et ceux de nos activités tout au long de notre chaîne de valeur et même peut-être de les valoriser. Donc souvent, on a un écart, un gap de 10 ans entre l'approche environnementale et l'approche sociale, entre tout ce qu'on développe au niveau méthodologique, au niveau environnemental et social. Et c'est également le cas maintenant, puisqu'en 2023, le but de Chloé et l'un de nos objectifs, c'était justement de proposer un SPNL également en open source, en complémentarité et vraiment finalement en miroir de l'IPNL, pour pouvoir à la fois avoir un assessment de nos impacts sociaux et environnementaux avec les mêmes critères, avec le même vocabulaire. Et en vue, en 2025, de vraiment avoir une forme de comptabilité, de rapport de performance et de comptabilité intégrée qui intègre donc la performance financière, sociale et environnementale. Le SPNL est complémentaire à deux méthodologies, donc en premier, évidemment, donc l'IPNL, et le SPNL permet de faire essentiellement la même chose. C'est-à-dire de prendre en compte, nous, on a un tout petit peu plus de critères, mais en tout cas, une série de critères d'impacts sociaux, d'aller les collecter la donnée, les mesurer et les évaluer sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, avec un premier focus sur les opérations et les headquarters, mais en allant même au-delà, et de permettre une visualisation d'une série d'impacts sociaux, donc au niveau de nos activités, donc de nos opérations et des activités de nos fournisseurs, mais aussi donc au niveau de nos collections, de nos produits et de nos matériaux, parce que nous savons bien sûr quels fournisseurs sont actifs sur quelle référence produit. Ça permet de faire une série d'analyses et de visualisations qui sont pertinentes et qui sont même essentielles pour une prise de décision qui est optimisée et pour une allocation des ressources qui soit également optimisée ou le plus optimisée possible en tout cas. Mais le SPNL a été également pensé en complémentarité ou en miroir d'un autre outil qui est l'audit social. Donc dans l'industrie de la mode en tout cas et celle du luxe en particulier, les audits sociaux, c'est presque maintenant une condition sine qua non au niveau de la supply chain. Donc on va aller vérifier chez nos fournisseurs si le niveau de risque est non pas acceptable, mais finalement s'il n'y a pas de risque au niveau social tout au long de nos opérations et de notre chaîne de valeur et de supply chain. Donc, on va aller vérifier, là, je vous ai mis une dizaine d'indicateurs, mais on va aller vérifier, bien sûr, donc si les conditions de travail sont safe, sont hygiéniques, s'il y a bien une égalité au niveau du paiement et s'il n'y a pas d'overtime ou de working hours qui soient trop importantes chez nos fournisseurs. Donc, cette démarche était déjà actée. On avait déjà donc une collecte de données, une mesure et une évaluation au niveau du risque social. Ce qu'on n'a pas et ce qui est spécifique et particulièrement intéressant, une opportunité pour l'impact social, c'est qu'on a toute une série de critères d'impact social potentiellement positifs qui jusque-là sont dans une black box et particulièrement au niveau de la supply chain, puisque c'est quelque chose qu'on ne va jamais aller mesurer, collecter et qu'on ne va jamais pouvoir du coup visualiser. Donc, ce que permet le SPNL, c'est de prendre donc l'analyse de risque via les audits sociaux comme précurseur, comme base de réflexion, et d'y ajouter et d'aller chercher une information complémentaire concernant l'impact social potentiellement positif. Donc, ça veut dire aller chercher concrètement des données concernant la diversité et l'inclusion, l'égalité de genre,
le paiement d'un salaire décent au-delà d'un salaire qui est minimal, donc vérifier que le salaire permet des conditions de vie qui sont décentes et prendre en compte davantage de critères dans le paiement d'un salaire. Les pratiques de bien-être au-delà des pratiques médicales minimales légales, tout ce qui est formation, savoir-faire, mais également qualité intrinsèque de l'emploi. Donc, ce qu'on fait vraiment avec le SPNL, c'est qu'on augmente, non seulement on essaie d'accéder à l'information de manière systématique et de pouvoir la mesurer et l'évaluer, mais on essaie vraiment d'avoir une image qui est augmentée et une image qui est la plus complète possible, prenant en compte à la fois les risques et l'impact social potentiellement positif. On a 5 étapes principales à la méthodologie et au process. En fait, on a l'étape 1, mais ce qui est pour nous un prérequisite et qu'on aime rappeler comme prérequisite, c'est la nécessité d'avoir un risk assessment. Donc des audits sociaux où ça peut être un heat map au niveau social. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir une idée, particulièrement d'ailleurs sur la supply chain, des niveaux de risque qu'on peut rencontrer. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas d'intérêt à lancer vraiment un SPNL avec une analyse de l'impact social potentiellement positif si on n'a pas une analyse de risque ou des modes d'analyse de risque derrière. Donc, c'est la première étape et un prérequis à la fois. Ensuite, très concrètement, donc comment ça se passe? On a un formulaire en ligne digitalisé, formulaire de 4 pages avec 2 pages d'informations de glossaire, etc. Donc, formulaire qu'on va remplir au niveau de nos opérations et qu'on va envoyer à chacun de nos partenaires de production, donc du tiers 1 jusqu'au tiers 4. Et en tout cas, c'est une méthodologie qu'on peut arrêter au tiers 1 si c'est le niveau d'information qu'on a. Mais dans l'idéal, l'idée, c'est vraiment d'être en contact avec chacun de ces partenaires de production sur la supply chain. Puis, une fois que les données sont rentrées, donc les données sociales sont rentrées donc à chaque niveau de value chain, on a une évaluation automatisée de la donnée. Donc, on va avoir le process d'évaluation qui est automatisé par rapport à cette complétion du formulaire. Donc, on va avoir un score qui va être donné, puis la visualisation qui va être faite de manière automatique. Et une étape qui est très importante pour nous, qui est une étape de data verification process. Et ce que veut dire le data verification process, c'est que nous, en tant que Chloé, on ne voulait pas être juge et partie. Donc on a mandaté nos partenaires d'audits sociaux, donc dans ce cas-là, c'était Elevate, de produire un mode de vérification de la documentation. Donc, ils ne s'occupent pas de l'évaluation, ils s'occupent simplement de vérifier que la donnée qui nous a été communiquée est véridique ou non véridique. Et l'idée pour nous, la première année, c'était de faire 100% de data verification process, puis de faire un roulement de 30% de nos partenaires de production. On a un data verification process annuellement. Donc, dans cette slide, je vous ai mis donc en soi, en tout, on a 85 métriques qui sont partagées sur 14 catégories d'impact. Donc, nous, au départ, quand Chloé a développé la méthodologie, on s'est vraiment concentré sur les workers, puisque l'idée, c'était de faire un outil qui soit vraiment complémentaire à l'audit social et la capacité d'avoir cette double vision entre nos employés et les employés de nos fournisseurs. C'était ce qui nous paraissait crucial. Après revue, et on a eu plusieurs revues, évidemment, par des experts, World Fair Trade Certificate, les organisations Fairtrade. On a aussi consulté l'OCDE, donc on a eu beaucoup de revues d'experts et ils nous ont suggéré donc, que ce serait d'autant plus intéressant d'avoir un périmètre qui inclut plusieurs formes de parties prenantes ou plusieurs parties prenantes, Local Community, Society, Clients and Value Chain Partners. Dans les premiers tests qu'on a fait de l'outil, on s'est concentré donc sur les workers et sur les communautés locales, donc avec 8 catégories d'impact sur la totalité des 14 catégories d'impact. Et effectivement, c'est une approche qui est très modulable. On n'est pas obligé on a développé donc la méthodologie, les catégories d'impact et l'évaluation, les métriques pour l'ensemble de ce que vous voyez sur l'écran. Mais en tout cas, le scope d'application est très modulable. Et si on veut commencer par les workers, on peut tout à fait commencer par mesurer notre impact sur les workers, puis augmenter au fur et à mesure des tests et de l'implémentation qu'on veut faire. Très simplement, on a un mode d'évaluation qu'on souhaitait, donc c'est une évaluation de la performance et de la performance positive, donc ce qui va de 1 à 5, on évalue sur un scoring qui va de 1 à 5, donc 1 étant le plus bas niveau d'impact positif, donc pas d'impact positif, ce qui ne signifie pas qu'il y a un risque, donc là c'est vraiment un score d'impact potentiellement positif à 5, qui est l'optimisation, la best practice, soit au niveau social, soit au niveau de l'industrie. Et on va avoir 3 scores de 1 à 5 et cette nuance est très importante pour nous. En fait, on va donner un score qui est un score agrégé. On va donner un score par catégorie d'impact, par exemple, score pour gender equality, un score pour living wage. Donc, il y aura un score de 1 à 5 pour chacun des deux.
et on a un score par métrique et par type de pratique. Et c'était très important pour nous parce que l'impact social, c'est quelque chose qui est très nuancé. Et non seulement c'était important pour nous de pouvoir matérialiser et visualiser cette nuance pour chacune de nos organisations, mais également pour la prise de décision, c'est très important de pouvoir se dire, ça c'est le niveau de pratique générale, ça c'est le niveau de pratique si je veux simplement me concentrer sur la formation, il y a un bon niveau de pratique au niveau de la formation. Ceci dit, par exemple, il n'y a pas de formation intergénérationnelle et c'est quelque chose que je veux encourager. Donc au niveau de la prise de décision, c'était très important de pouvoir avoir les 3 niveaux, de visualisation d'impact. Donc 3 formats principaux pour la méthodologie, je l'ai mentionné, un petit peu, il y a quelques minutes. Donc le premier format, c'est vraiment ce qu'on appelle les self-assessments. Donc ça va être le digital survey, le formulaire digital qu'on va aller compléter et que les organisations partenaires vont aller compléter annuellement. Donc une fois que les informations sont complétées, elles sont directement reliées donc à un fichier Excel. En fait, c'est un Google Cloud Platform qu'on va aller utiliser, mais en tout cas, il y a une évaluation directe sur ce fichier. Puis on va avoir une visualisation via un outil dashboarding qu'on a développé et qu'on va rendre disponible et dont on va rendre disponible en tout cas le code et l'ensemble de ces formats sera disponible lors de l'open source. Mais donc il y aura directement une évaluation et une visualisation. Donc on a 3 formats qui sont principaux. On dit souvent qu'il y a 75% de la démarche qui est automatisée parce qu'on a toujours cette démarche de data verification process qui est à côté et qui est cruciale. Et parce que, en fait, ce qu'on souhaitait faire, c'était simplifier toute l'analyse de données, la visualisation de données, pour qu'ensuite il puisse y avoir un regard d'expertise de la part des équipes. Ça peut être la production, la compliance, les différentes équipes qui vont pouvoir se dire analyser la donnée d'une manière dans l'automatisation. Donc, 3 types de visualisation. Donc, on a 3 dashboards principaux. Le premier dashboard, c'est le dashboard qui est finalement les dashboards headquarters et activités générales. Puis, on va avoir un dashboard spécifique par organisation et un dashboard par produit. Donc, pour le dashboard au niveau des headquarters, la manière dont on pense s'en servir très directement, c'est qu'en fait, on va avoir des niveaux de performance qui vont permettre de l'intégration à des analyses de performance qui vont être pluricritères, multicritères et à une comptabilité intégrée. Pour les suppliers, il y a une infinité, pas une infinité, mais il y a une multitude de manières dont on peut utiliser les résultats. On peut les utiliser pour formuler des plans d'action qu'on va pouvoir suivre grâce à des KPI et à des critères qui sont fixés, qu'on va ensuite pouvoir aller évaluer, monitorer au cours du temps et on va pouvoir finalement vérifier l'efficacité de l'allocation des ressources, que ce soit du temps ou de l'argent. Ensuite, on va pouvoir prendre des décisions, justement, on va pouvoir faire un accompagnement de la performance, un accompagnement de l'amélioration de la performance chez nos fournisseurs. Et on va aussi pouvoir aller vérifier l'efficacité de l'allocation d'une ressource par rapport à un fournisseur A ou un fournisseur B. Et par rapport à un produit, on a un nouveau mode d'optimisation ou de compréhension de l'efficacité de la conception d'un produit. Et en fait, on va pouvoir rationaliser la démarche de conception d'un produit en prenant en compte de nouveaux critères.